Star Wars est une réussite surtout grâce à la prélogie. Non, je rigole. Malheureusement, la prélogie m'a beaucoup déçu. Et quand j'apprends donc qu'un Star Wars Universe va être lancé avec Disney, eh bien il y a un risque que ça se casse la figure. Ah, c'était pas prévu ça, encore davantage. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Star Wars 7, The Force Awakens, le réveil de la Force. Je vous le dis d'entrée de jeu, pour moi, ce film est génial. Plus je le revois, plus je l'apprécie. Je pense qu'il finira même, dans mon esprit, dans mon estime, par devenir un jour un chef-d'œuvre. On n'en est vraiment pas loin. C'est un film extraordinaire, mais je vais laisser donc, oui, pour qu'il y ait un petit débat dans cette vidéo et que tout soit assez nuancé quand même entre les points de vue, différents points de vue, eh bien j'ai proposé à mon ami qui a accepté l'invitation, d'ailleurs Jonathan, pourquoi regarder ces films, de nous proposer eh bien sa version des faits selon lui, donc face à Star Wars 7. Cher ami, c'est à toi, n'aie pas peur, ne fais pas ton timide. Ça tourne. Ravi de l'apprendre. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais non, non! Écoute Jonathan, ça va 5 minutes là, il faut commencer la vidéo maintenant, hein. Allez, allez! Hein? Bon écoute, hein, si je te dérange, faut le dire, hein, n'hésite pas. Oui. Enfin, non, tu me déranges pas, mais... pourquoi tu viens? Enfin, pourquoi je suis là, plutôt? Rétrospective Star Wars 7, je sais pas en quelle langue faut le dire, hein. Ah, nom d'une pipe en bois! Star Wars 7. C'était aujourd'hui? C'était aujourd'hui. Bon. Je peux terminer mon café? Vas-y, prends ton temps, hein, je suis pas pressé. Bon. Ben, salut tout le monde, hein. Salut Dimitri. Salut. J'ai complètement oublié que c'était aujourd'hui la vidéo Star Wars. Excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Alors déjà, Star Wars, bien sûr, comme tout le monde, j'ai grandi avec. J'ai adoré la trilogie, j'ai beaucoup aimé la prélogie, malgré ses défauts. Et un beau jour, en 2015, 2015, hein, tu m'arrêtes Dimitri si je me trompe, 2015, c'est bien ça. est arrivé Star Wars 7, le réveil de la Force. Alors déjà, comment dire, à la base, vous voyez, ma femme l'a en Blu-ray. Voilà, c'est à ma femme, c'est pas à moi, hein, je précise. À la base, avant quand Dimitri m'a proposé de faire cette vidéo, je devais regarder ce film-là. J'ai voulu m'épargner cette peine, une nouvelle fois. Alors, Star Wars. Alors, je pense que Dimitri vous a déjà parlé de l'histoire et tout ça. Donc, je vais pas y revenir dessus. Ah mince, c'est ça que j'ai oublié de faire. Bon, alors, attention spoiler. Rey est une inconnue du bataillon. Elle vit sur Jakku, une planète complètement déserte. Et là, elle va être mêlée, un peu comme Luke Skywalker, à une aventure incroyable qui la dépasse. Elle va découvrir la Force, elle va découvrir ses alliés, Han Solo, Leia, C-3PO, R2-D2, Luke, enfin pas encore. Et de l'autre côté, eh bien, elle va devoir affronter Kylo Ren et son maître suprême Snoke qui le dirige. Et derrière, eh bien, il va falloir détruire la base Starkiller. Qu'est-ce que moi je pense du réveil de la Force? Et ça m'a énervé pour plusieurs points. Alors, déjà, ce rapport avec le quatrième, hein, l'épisode 4, Nouvel Espoir. Voilà, Rey est sur Jakku quand on la retrouve pour la première fois. D'accord, Jakku c'est Tatooine. Ah, au cas où vous auriez pas remarqué, hein, mais bon, c'est Tatooine. Bon, encore ça me dérangeait pas tellement. C'est le reste. Comment vous expliquer? Kylo Ren, par exemple.
Kylo Ren, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? C'est le méchant? C'est un bébé. C'est un bébé qui veut faire comme papy. Hein, il veut terminer ce que papy a commencé. Sauf que si vous regardez bien la prélogie et la trilogie, papy, il a déjà fini ce qu'il avait commencé. Et il est même revenu du côté lumineux. Hein? Quand il choisit de sauver son fils et de prendre l'empereur et de l'envoyer dans le trou du cul du monde. Oui, c'est très poétique ça comme expression. Mais plus sérieusement, Jonathan, oui, je te réponds par rapport à ce que tu dis, parce que ce qui est justement pour moi brillant avec Kylo Ren, c'est de voir, eh bien, oui, l'ampleur de la trilogie originale avec le méchant, avec Dark Vador. Et fais attention aussi, je pense, c'est mon conseil, en tout cas, voilà, un conseil d'ami que je peux te donner, c'est que oui, nous savons évidemment, en tant que spectateurs, nous avons pris conscience, n'est-ce pas, eh bien, de la rédemption finale d'Anakin Skywalker, mais peut-être que ce sera d'ailleurs un enjeu dans Star Wars 9, que, eh bien, au final, soit cette information n'a pas été vraiment révélée pour ne pas, eh bien, effondrer les potentiels méchants de l'Empire, ou ensuite là, du First Order, le Premier Ordre, mais finalement c'est peut-être aussi un élément peut-être un peu mensonger, qui semble un peu ignoré par certains et pas par d'autres, qui nous paraît un peu certes nébuleux, j'en conviens avec toi et je comprends ce trouble. Mais peut-être que Star Wars 9, avec le retour d'un certain personnage méchant qui est teasé, va nous proposer donc, eh bien, une explication, ou en tout cas une suggestion, et oui, pourquoi finalement Kylo Ren est en train de vénérer un grand-père qui est passé, enfin qui est revenu du côté lumineux. Tiens d'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord avec toi sur cet aspect bébé, c'est cet aspect adolescent qui fonctionne, à savoir que oui, il est complètement ingérable, et le côté obscur cette fois-ci, on va dire, n'est pas représenté comme avec Vador, avec une certaine sûreté. Évidemment, il a des doutes Vador, c'est pas ce que je dis, mais là on va dire qu'il y a quand même un aspect beaucoup plus dérangé, beaucoup plus pressé, beaucoup plus tiraillé, beaucoup moins manichéen je trouve qu'avec, peut-être pas avec Dark Vador en soi, mais peut-être oui un peu dans la trilogie, dans ce côté-là, un peu, bon, je suis le laquais qui fait exactement ce qu'on me demande, sauf vers la fin, dans Star Wars 6, alors que là on sent que Kylo Ren va être un personnage assez compliqué à gérer dès le départ, et c'est aussi ça pour moi qui va créer, eh bien, la force d'un personnage qui pour moi est aussi intéressant que Dark Vador, et oui, je suis désolé. Hein, en voyant les bandes annonces du 9, on sait que Palpatine est revenu. On sait pas comment, mais il est revenu. Et bah tu fais bien d'en parler d'ailleurs Jonathan, parce que moi le retour de Palpatine ou je ne sais quoi, j'ai envie de vous dire aïe aïe aïe, parce que on va encore éclipser le personnage le plus important et le plus intéressant, à savoir Kylo Ren, comme dans la prélogie, à savoir que c'était Dark Vador pour moi le cœur du sujet, et non, il a été effacé, et on va dire un peu même, bien on lui a un peu laisser le fauteuil de personnages secondaires dans certains épisodes pour bien mettre en avant Qui-Gon Jinn, pour mettre en avant même Obi-Wan qui est un personnage important mais qui ne l'est pas autant que Dark Vador, et du coup eh bien, les relations entre personnages sont un peu ternes, un peu particulières, et j'ai peur malheureusement que Star Wars 9 tombe un peu dans cet écueil, moi aussi, tu vois. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, Kylo Ren, c'est juste un bébé qui pique des crises. C'est complètement con, c'est comme son sabre laser, hein, ces machins là, l'espèce de truc là, qu'il y a comme ça, avec le laser, et puis hop. Oui, alors forcément, je suis Stéphane Bern, alors je vais t'expliquer un peu, Jonathan. Eh bien, le terme adapté donc pour ce sabre laser qui est donc comme ça et avec ses petites anses, comme tu dis, ça s'appelle donc un sabre laser à quillon. Je pense qu'on pourrait le qualifier comme tel, n'est-ce pas? C'est ce qu'avaient évidemment, eh bien, les grands chevaliers de la table ronde. Je rigole. Bon, allez, j'arrête mon délire maintenant. Tu le vois qui. Wow. Tu vas me faire croire que le mec il s'est jamais coupé la main comme ça? Oh. Attends. Bon, bref. La force. Alors, ce film a un rapport avec la force que je n'ai pas compris, qui m'a énervé. Quand j'ai vu ça, j'ai l'impression que Disney m'a dit « Ferme ta gueule, c'est magique ». Bon, ben, voilà. Par où commencer avec la force? Les Jedi peuvent lire les pensées. Hein, exactement les pensées. Hein, dire que dans ce que nous avait montré à l'époque, ils ne pouvaient pas lire les pensées exactes, mais ils pouvaient lire les émotions. Hein.
Et Rey utilise la force comme ça, sans entraînement. Elle sait se battre au sabre laser sans entraînement. Et là, on appelle ça une efficacité scénaristique, parce que la scène où elle est prise en otage, et qu'elle arrive comme par hasard, qu'elle n'a jamais utilisé la force de sa vie, qu'elle arrive comme par hasard à faire que le Stormtrooper lâche son arme et s'en va, et qu'en même temps, il la détache. Bon. Je comprends, Jonathan, mais figure-toi que, bien, je considère que Rey, ok, elle nous est présentée donc avec une puissance extraordinaire, j'en conviens, en tout cas, on sent qu'elle est prédestinée, mais d'un autre côté, tu critiques un peu, et c'est même le cas, on doit dire, souvent des fans de la trilogie qui n'aiment pas justement ce Star Wars 7 parce qu'apparemment c'est un copier-coller de Star Wars 4, mais seulement, au moins, ça nous fait un décalage complet, un total, entre Luke Skywalker qui galère pour utiliser la force, et puis elle, eh bien voilà, qui l'a presque de manière complètement naturelle. Et justement, je pense que c'est un peu la volonté du film. C'est-à-dire, vous avez eu votre héros, eh bien Luke Skywalker qui a galéré, qui a rencontré plein d'embûches pour atteindre la force, mais elle, Rey, on va dire, tout commence très bien pour elle, on va dire, dans Star Wars 7, et ça va peut-être même dégénérer jusqu'à Star Wars 9, où là peut-être qu'il y aura une fameuse déchéance, c'est peut-être ça aussi, c'est comme ça que moi je perçois la chose. Et oui, bon, Obi-Wan quand même parvenait dans Star Wars 4 à, on va dire, lire un peu quand même dans les pensées, enfin, oui, il arrivait plutôt à manipuler les gens, je comprends que vraiment lire dans les pensées, plutôt lire les émotions, j'en conviens, mais si on y réfléchit bien, Rey quand même utilise cette force, on va dire, de mental, on va dire, uniquement avec des personnages très secondaires, si tu veux, et des personnages qui sont complètement abrutis. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ce qui m'embêterait davantage, c'est qu'elles sont en train de manipuler au bout de 5 minutes le grand maître suprême Snoke. Là, ça serait un problème, on est d'accord. Bref. Harrison Ford, alors Harrison Ford, on sait qu'il n'a jamais aimé ce rôle, là ça se voit, ça se sent dans son jeu. La mort d'Han Solo, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait, pourquoi? Parce que déjà, on sent que le mec il en a marre, le perso est pas assez bien développé pour ce film, hein. Il arrive comme ça dans le Faucon Millenium, comme ça d'un coup, bon ben voilà, que ben oui, attends, mettons les choses en grand, hein, voyons. Bon, comme par magie, hein, qui soi-disant qu'il a trouvé machin avec une puce, je sais pas quoi, géolocalisation, bref. Et il rencontre Rey, hein, qui va prendre Papy Solo pour son papa. Elle le connaît depuis quelques heures. Non mais oh, vous foutez de la gueule du monde? Que Luke Skywalker prenne Obi-Wan comme son père ou comme un mentor, c'est normal, il l'a toujours connu, son Tatooine. Voilà. Oui, alors là, non, moi je suis pas trop d'accord, excuse-moi, mais il connaît pas du tout Obi-Wan, Luke Skywalker sur Tatooine dans Star Wars 4. Voilà, il connaît Ben Kenobi vite fait, mais il sait même pas que c'est un Jedi, il connaît quand même pas grand chose sur lui, on sent que... On se demande s'ils se sont déjà rencontrés vraiment de nombreuses fois quand même, hein. Là, attention, je suis pas trop d'accord avec toi, avec ce que tu dis, c'est une interprétation qui nous est évidemment à chaque fois très personnelle. Mais par rapport à Rey, oui, on sent en effet qu'il y a une volonté de se rapprocher de Han Solo, mais moi je pense quand même, surtout, alors peut-être qu'il y aura un lien de parenté entre eux, on va le savoir dans Star Wars 9, hein, là on peut rien présager maintenant, mais moi j'interprète ça plutôt comme la solitude, c'est-à-dire que toute personne qui se retrouve seule pendant très longtemps comme Rey, va essayer de prendre comme figure paternelle forcément quelqu'un qu'elle admire. Et qui veux-tu plus admirer finalement que l'un des grands vainqueurs, entre guillemets, de Star Wars version trilogie, bien sûr, puisque quand même Han Solo est l'une des clés quand même du succès des rebelles sur l'Empire, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je ne suis pas aussi catégorique, si tu veux, sur cette proximité, au contraire, qui m'a beaucoup ému et qui m'a quand même touché. Et quand l'émotion passe, écoute, moi, je me laisse un peu emporter, tu vois. Mais là, expliquez-moi le fait que Rey, dire que pour elle, les Jedi et Han Solo, c'était des légendes. Des légendes. Qu'on se mette d'accord. Des légendes. Bon, bref. Que voulez-vous? Ça fait à peine 30 ans hein, que tout ça s'est passé, mais c'est des légendes. Les Jedi, c'est des légendes. La Force est une légende. Han Solo, c'est une légende. Skywalker, j'en parle même pas. Bon. Ben voilà. Hé hé.
moi je dirais plutôt que Rey est vraiment dans ce film le spectateur. À savoir, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, je pense qu'on est on est conscient que Star Wars c'est une fiction. Mets-toi à la place du personnage de Rey, d'accord, et imagine, d'ailleurs ça va te faire prendre peut-être 10 cm prendre la place de Rey. Bon, excuse-moi pour cette petite blague un peu facile. Jonathan, excuse-moi. Bon, bref. Et du coup, qu'est-ce que je racontais? Oui, bon, Rey se laisse donc quand même emporter par la joie, c'est-à-dire de rencontrer finalement quelqu'un, quand même malgré tout, qu'elle admirait. Moi j'y reviens, même si oui, elle pensait que c'était un être presque fictif, imaginaire. Et donc elle est un peu perdue, mais en même temps, elle fait preuve d'une assurance qui va l'aider par la suite à devenir une grande héroïne. Attention quand même. Faut que j'approfondisse encore. Snoke, le grand suprême leader Snoke, qui sert à rien, hein, précisons-le, il ne sert à rien. Eh bien, excuse-moi Jonathan, on est encore en désaccord. Oui, ça rime, bref. Et figurez-vous, moi, que je trouve que la présence de Dark Vador, de Snoke, un peu à l'image de Dark Sidious, est assez... je trouve qu'elle apporte une ampleur très importante aux enjeux du film, parce que en supposant, quand bien même que Rey explose Kylo Ren à la fin du film, il y a encore le grand maître suprême, il y a encore une menace supérieure, une entité dont finalement on ne connaît pas grand-chose, qu'on arrive très mal à cerner mais qu'on suppose extrêmement puissante, qui sera là donc pour les prochains films. Et donc à ce moment-là, eh bien, grâce à ces différents étages de la hiérarchie du mal, enfin du côté obscur, de la force, eh bien à ce moment-là, on peut supposer que tout peut potentiellement arriver. Et moi c'est cet aspect vraiment, eh bien, de la prévoyance face à la suite de cette grande saga qu'est Star Wars, que j'étais content, même si j'ai eu peur. Je voulais quand même pas que Rey rencontre, j'avoue, dès Star Wars 7, le grand Snoke. Parce qu'à un moment c'est ce qui est pressenti, et heureusement qu'elle s'en sort, parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop tôt, surtout quand on voit après Star Wars 8. Voilà. Hein, le premier ordre, comment il est arrivé? Pourquoi il est arrivé? À quel moment? Pourquoi? On ne sait pas. Oui, tu as raison Jonathan, revenons sur ce point du First Order. À l'image donc de Star Wars 4, où à la fin quand même l'étoile noire ou de la mort, je ne sais jamais son appellation, mais explose, dans Star Wars 5 par la suite, l'Empire nous est présenté comme étant encore plus puissant qu'avant, et même eh bien, avec un rapport de force qui lui est favorable face eh bien, à sa grande adversité qui est la rébellion. Donc à ce moment-là, je trouve que entre Star Wars 4 et Star Wars 5, on ne se pose pas trop de questions. Visiblement, je ne sais pas pourquoi, mais on l'accepte. Après tout, eh bien, c'est un peu le principe de l'Empire, c'est un peu comme une hydre, hein. Tu coupes une tête, il y en a 3 qui repoussent. Et j'ai l'impression que si, pour moi, on devait interpréter, eh bien oui, le retour de l'Empire, parce que c'est quand même l'Empire, hein, on peut l'appeler First Order, on peut l'appeler Empire, on peut l'appeler comme on veut, c'est quand même toujours la même organisation, grosso modo. Entre le 6 et le 7, c'est vrai qu'il s'est écoulé un certain temps, mais je pense quand même, et c'est ce qu'a prévu Disney à mon avis, hein, que nous aurons des spin-offs qui nous expliqueront, ou peut-être pas des spin-offs, parce qu'apparemment ils veulent arrêter les spin-offs, mais on va avoir des épisodes à mon avis entre le 6 et le 7, tu verras Jonathan, c'est ma prévision, qui vont eh bien, peut-être nous expliquer comment l'Empire bis est réapparu. Voilà. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Après, je t'avoue que ça ne me dérange pas, parce que regarde, tout comme dans Star Wars 4, alors oui, évidemment, après on a la prélogie qui va justifier l'apogée de l'Empire, mais au début de Star Wars 4, on ne se demande pas, après tout, pourquoi il y a des soldats qui débarquent un peu de nulle part au début, tu vois, au début de cette grande saga. Donc ça ne m'a pas choqué du tout, et je ne perçois pas ça comme un vrai problème, je t'avoue, je l'ai accepté. Peut-être que je suis aussi un fan un peu trop absolu de Star Wars 4 et Star Wars 5 pour accepter ce genre d'éléments, mais vous me le direz vous en commentaire, peut-être que vous, eh bien, vous n'acceptez comme Jonathan pas ce genre de détails qui vous perturbent. Et c'est ça qui m'a plus énervé dans ce film, c'est que ce film va te poser des questions, des grandes questions, et t'auras jamais les réponses. Bon, alors déjà Jonathan, je pense que Star Wars 9, t'inquiète pas, va répondre à tes questions. Et quand bien même il ne répondrait pas à tes questions, parce qu'à mon avis il faut aussi s'y attendre un peu, sans vouloir enfin je veux te ménager, mais quand même, tiens à te le préciser, je pense que ce qui est important avec ce Star Wars, enfin cette nouvelle trilogie qui est en cours, que je trouve extraordinaire, c'est aussi qu'elle te permet d'interpréter des éléments, et il faut quand même rappeler que Star Wars c'est un peu fait pour les bavards, c'est-à-dire que même les épisodes vont marquer qu'on n'aime pas,
On a plein de choses à dire dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même un univers très riche. Et là, tu vois, le fait qu'on en parle pour se poser des questions, qu'on s'interroge, je pense aussi que c'est un peu la volonté de Star Wars et de Disney, tout simplement. BB-8, c'était pour faire quoi? R2D2? Parce que R2D2, faut savoir qu'il dort depuis 30 ans. Enfin, limite. RDD2, il est en dépression, il dort. La scène finale avec Skywalker, quand on le revoit, bah, je m'attendais à avoir une super scène. Bah non, c'est une putain d'île à la con, plein de cailloux. Oh non, mais là, non, non, c'est une île irlandaise où, eh bien déjà, l'imagerie est assez extraordinaire. Elle est assez extraordinaire, je dirais, parce que au-delà des effets de mise en scène, oui, que je trouve complètement anti-académique pour le coup, eh bien, je trouve que oui, tu as une atmosphère, voilà, tu sens que la pression monte et que oui, l'épisode va forcément s'arrêter à ce moment précis quand on retrouve Luke Skywalker. Et je trouve donc que le paysage est quand même, eh bien, c'est bête à dire, mais représentatif de ce film. Un film qui est quand même très beau esthétiquement, qui montre une certaine part d'ombre, n'est-ce pas, avec, oui c'est vrai, un environnement qui est, malgré donc sa beauté et son esthétique indéniable, nous paraît encore un peu mystérieux, bien qu'on ait l'impression déjà de le connaître, et c'est donc pour ce paradoxe un peu particulier que revoir, à mon avis, Luke sur cette île avec des mises en scène qui nous paraissent un peu ambiguës, et peut-être, oui, je peux comprendre qui te déroute un peu, eh bien oui, ça m'a plu, parce que je trouve que là, on a une vraie démarche, et je suis désolé, c'est une démarche, au moins, qui se démarque, pour moi au contraire, de la trilogie, qui reprend des éléments de la trilogie, dont du 4, j'en conviens, mais ce sont des éléments qui sont quand même après tout très superficiels, très en surface, parce que le cœur même du sujet et les personnages ont des thématiques qui sont complètement différentes, et oui, même si eh bien, le scénario ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà connu, j'en conviens, je trouve que oui, mais on adopte tout simplement une formule qui marche, et on essaye eh bien, de la moderniser, et pour moi c'est une réussite, écoute, tout simplement. Un travelling à la con avec dans les airs, c'est moche. Voilà. Heureusement qu'il y a la musique, sinon t'entendrais que le cri des oiseaux. Ce sont des porgs, attention, hein, il faut être très à cheval, n'est-ce pas, avec ces petites bestioles qui volent, je ne sais plus, tiens. Et voilà, encore un détail du film, il faut que je revoie ce film, non, parce que après l'avoir vu plein de fois, il faut encore que je me rende compte de certains détails très importants pour l'intrigue. Hein. Non, je rigole, les porgs, on s'en fiche un peu, je suis d'accord, hein, allez, hop. Encore, alors on va dire qu'il y a que Leia qui sert à quelque chose. Alors j'aime beaucoup le personnage de Leia, parce qu'il est quand même assez détestable. Évidemment, on comprend sa souffrance, puisque son fils Kylo Ren est passé du côté obscur, mais elle envoie quand même au casse-pipe son ami, son ancienne petite amie, qui est donc Han Solo. Et quand on y réfléchit bien, bah c'est quand même la première finalement à tuer Han Solo. Hein. C'est pas vraiment Kylo Ren en soi, parce qu'elle lui a demandé une mission, et d'ailleurs, c'est ce que dit Han Solo lui-même, ce qui lui révèle, qui est complètement casse-figure, qui est juste impossible. Et donc oui, c'est finalement ce film, il ne joue pas comme la prélogie sur un dilemme, puisqu'en réalité on comprend bien que, bon, Kylo Ren, oui, il est tiraillé, mais en un sens, on comprend qu'il arrive aussi à jouer de ses émotions, et il arrive surtout à faire croire et à manipuler eh bien, les personnes qui l'entourent, en cachant bien évidemment sa véritable nature et son véritable objectif qui est démontré, pour eh bien, réussir peut-être même sa rise, c'est-à-dire son ascension. Est-ce que le titre de Star Wars 9, The Rise of Skywalker, le concerne? Suspense. Hein? Voilà. Voilà, le caca. Hein? Pause caca. Je suis désolé, faut que je fasse cette blague. Rappelez-moi de ne plus jamais inviter Joe sur la chaîne. Pot d'Amron. À quoi il sert, à part nous dire pendant tout le film qu'il est comme Han Solo? Ou il est comme Han Solo? Dites-le moi. Parce qu'il porte une veste en cuir? Bon, alors déjà, moi je trouve que Poe Dameron n'est pas du tout Han Solo. Alors oui, peut-être avec la veste, hein, si tu veux. Mais non, moi je n'ai pas du tout ressenti... Enfin, j'ai ressenti, oui, c'est un peu cette fougue,
cette énergie, on va dire, ce positivisme presque, et cet optimisme plutôt sur les situations, bien qu'elles soient très compromettantes. Peut-être qu'il est un peu casse-cou, mais je trouve quand même que dans le côté sarcastique, clairement, non, je trouve que oui, Han Solo, lui, c'est quand même un peu plus un personnage comme comique malgré tout, qui désamorce des situations, alors que là, Poe Dameron, je trouve qu'il n'utilise à aucun moment l'humour véritable pour te faire marrer. Donc non, moi je considère que ce sont des personnages qui se ressemblent, certes peut-être un peu en surface, mais qui ne le sont dans le fond pas vraiment et dans la nature même des personnages. C'est un peu encore une fois comme Star Wars 4, hein, c'est-à-dire que je trouve que Star Wars 7, moi, oui, en apparence ça ressemble beaucoup à Star Wars 4, il y a des robots qui se font, enfin qui prennent des plans pour une future base, une énième base interstellaire, nanani nanagno. Mais en soi, est-ce que c'est ça le cœur du film? Est-ce que le cœur du film est la base Starkiller? Moi, je pense pas. Je pense que l'enjeu même du film, c'est Rey. À savoir, Rey qui va affronter Kylo Ren, il est là l'enjeu. Comprendre peut-être enfin, eh bien, qui elle est. Parce que Kylo Ren, lui, a les réponses. Ou en tout cas, il veut les réponses et ensemble ils peuvent les avoir. Et c'est donc cette alchimie entre les différents personnages, pour moi, qui est plus importante. Parce que regardez, on voit à un moment la base Starkiller exploser des planètes. Mais comme on connaît pas, on connaît pas les personnes qui sont sur ces planètes, l'enjeu n'est pas vraiment ici, je trouve, à ce moment-là. L'enjeu concerne les personnages qu'on connaît. Et il pourrait alors arriver des situations, même peut-être qui paraîtraient un peu même les plus absurdes possibles. Mais tant qu'ils sont eux-mêmes mis en danger et que lors de leur interaction tout peut arriver dans les révélations et même dans le basculement du côté obscur au côté clair ou inversement, je pense que là le film a réussi exactement ce qu'il avait à faire. Je vais te laisser conclure sur Star Wars 7, Dimitri. Voilà, donc ce film, je le déteste. Plus je le vois, plus je le déteste. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Ce film m'a ouvert plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Ça m'énerve. Parce qu'en cinéma, quand on peut laisser des trous, des putains de merde, quand tout des sacrées grandes questions comme ça, eh bien, nom de Dieu, t'y réponds en fin de film ou dans le film suivant. J'espère que tu me rappelleras pas pour le film suivant, si tu le fais. Hein? Ciao! Le film suivant, qu'est-ce que c'est le film suivant? Ah oui, non, Star Wars 8, non, on évitera. Hein. On va éviter, parce que moi j'aime bien Ryan Johnson, j'adore même. Donc Joe, merci pour cette vidéo, mais Star Wars 8, je préfère me débrouiller tout seul, hein, t'inquiète pas. Je vais m'en sortir, hein, je suis un grand dadais. Ah, juste une chose. Hein? Je te coupe, Dimitri, hein, tu m'excuses. Hein. Ça. Hop là. Poubelle. Ciao. C'est bon, je l'ai eu. Non, Jonathan va pas jeter son DVD à la poubelle, comme je lui rendrai quand on va se voir. Haha, je t'ai eu là, hein. Joe, il serait temps de couper la communication là quand même, tu vois bien, voilà. Bon, mes chers amis, je vais résumer évidemment ce que je pense de ce film, même si vous avez compris que oui, je le défends sur Sens Critique. Je vais même lui mettre l'équivalent donc d'un 19 sur 20, c'est-à-dire que là je mettrai sur Sens Critique un 9 sur 10. Je suis allé dans la salle de cinéma le jour de Noël en 2015 et j'ai ressenti en effet cette énergie, cette force qui habitait Star Wars 4 et Star Wars 5, qui sont mes deux Star Wars préférés. Donc, oui, Star Wars 7 a fait appel aux sentiments, a fait appel à mon côté vieux fan des premiers films, mais si ça a fonctionné déjà, en prenant certes certains éléments qui sont déjà préexistants, mais en apportant de nouvelles thématiques, à savoir que Kylo Ren n'a rien à voir avec Dark Vador, il veut lui ressembler, mais le paradoxe est là, c'est qu'il n'est pas Dark Vador du tout. Il n'est rien, on va dire, en termes... Enfin, il n'est rien. En termes de côté obscur, en termes de puissance, de la force même, il n'est pas grand-chose. Mais ça n'en fait pas pour autant un personnage raté. Ça en fait un personnage mystérieux, tout comme Rey, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas qui elle est. Tout comme Poe Dameron aussi, qui est peut-être, alors lui un peu survolé, c'est vrai, mais il n'est pas trop au cœur du film. Mais je pensais surtout à Finn, savoir que oui, ça y est. Là on sent que Star Wars essaye de s'interroger sur des éléments qu'on connaît depuis le début, à savoir les Stormtroopers. Et oui, on n'est plus manichéen maintenant. On essaye de s'intéresser et de réfléchir, eh bien oui, à des soldats qui nous paraissent complètement lambda dans d'anciens films. Mais là maintenant, ça y est, on décide eh bien, d'entrer en profondeur dans cette grande saga qui était déjà
existantes. Et oui, moi je trouve que la prélogie, vous le savez, surtout le 1 et le 2, ne fonctionnent pas parce que dès qu'on n'est pas connecté vraiment à la première trilogie, pour moi, on est un peu hors sujet. Alors qu'ici, eh bien oui, le 7, le 8 et le 9, enfin le 9 je ne sais pas encore, mais en tout cas le 7 et le 8 existent, ils sont là, ils sont en relation directe avec le 4, le 5 et le 6, même si vous savez, moi, que je n'aime pas trop le 6, et c'est encore un autre problème. Mais j'ai envie de vous dire, oui, je trouve que oui, on arrive à faire une transition, parce que oui, on sait que Disney, après, ils vont complètement lâcher apparemment l'arc Skywalker pour faire leur petit film, mais là, pour moi, c'est la parfaite trilogie. Alors, je dirais pas transition, parce que je trouve que transition, ça fait un peu péjoratif, pour le coup, mais je trouve qu'on arrive, pas à faire plaisir à tout le monde, parce que les fans de la prélogie ont bien vu, je pense, dans Star Wars 7, que c'était pas du tout fait pour eux. J'ai l'impression, en tout cas, Jonathan pourra vous le dire en commentaire, peut-être, ou dans une autre vidéo, mais j'ai quand même cette impression. Mais moi ça me fait plaisir parce que je vous avoue que je trouve que la prélogie, le cœur n'y est pas, l'intelligence n'y est pas vraiment, à part peut-être oui dans le 3 certains passages, mais le 3 n'est pas non plus le Star Wars que je préfère malgré tout, même si oui il rehausse le niveau, j'en conviens. Donc écoutez, oui, vous avez compris que Star Wars, eh bien oui 7 est un film que j'ai encore rehaussé en le revoyant, et j'espère donc dans la prochaine et même la dernière rétrospective en vue de Star Wars 9, Star Wars 8, je vais aussi apprécier tout autant Star Wars 8 que lors de mon dernier visionnage, si ce n'est davantage. En tout cas, j'étais agréablement surpris par ce 5e ou 6e visionnage de Star Wars 7, oui, un film que j'ai en DVD car j'adore. Et donc, et vous, est-ce que vous aimez Star Wars 7 ? Allez, je vous dis ciao et à la prochaine.